Épinay-sur-Seine. Voilà, Épinay-sur-Seine. Espace lumière. On est là avec plaisir. On est là comme d'habitude. On est là. On est là, je le répète. Parce que c'est pas facile. Là, ouais, il y a 4 thèmes en fait dans la journée. Alors là, tu les as, si tu veux, tu peux même prendre un petit. Tu vois, là, c'est le programme de la journée. Voilà, là, tu as tout le programme de la journée que tu peux prendre, ce qui s'est passé depuis ce matin. Donc en fait, il y a eu 4 thèmes abordés. Les services publics, le logement, il y avait la tranquillité publique aussi. Et normalement, il devait avoir les discriminations, mais ça faisait beaucoup. Donc je crois qu'ils ont retiré un thème pour permettre aux gens de pouvoir travailler sur des niches et pouvoir faire du travail commun, quoi. Parce que l'idée, là, c'est pas seulement qu'il y ait les stars de la politique qui viennent, c'est que les gens ils travaillent autour d'une table, qu'il y ait un rapporteur et que toute cette gamberge commune, elles viennent sur quelque chose de concret derrière, des propositions ou affiner les programmes, etc. C'est quand même une journée importante. C'est la 2e édition et la précédente édition, c'était il y a 5 ans. Donc il y avait Assa Traoré dans le programme et tout. C'est quand même un gros truc. Qui est là aujourd'hui d'ailleurs. Parce que déjà démolir, c'est pas écologique et que de la même façon, quand on démolit par exemple 500 logements très sociaux, comme c'est le cas à Saint-Denis en ce moment dans le quartier Franc-Moisin, on n'en reconstruit que 21 logements pour les personnes qui gagnent le SMIC et presque tout le reste c'est pour les gens en accession à la propriété. Alors effectivement, ils nous disent pour un logement démoli, on en reconstruit un, oui, mais pas pour les mêmes catégories de population. On demande aussi la suppression de la RLS. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la RLS. Ça, c'est un sujet, moi, qui me passionne depuis très très longtemps. Ça, ce sujet-là, exactement là. Il y avait des allocations. D'ailleurs, j'ai fait un projet qui s'appelle Opération Champagne. J'espère qu'un jour il verra le jour. Et l'État a décidé de mettre à la charge du bailleur une partie des allocations versées avant par l'État. Tout ça, c'est de l'argent en moins pour les bailleurs. En plus, je vais dire 2 mots pour le logement du privé. On demande l'exclusion des marchands de sommeil et des gros débiteurs dans les prises de décision dans les copropriétés. Et on demande aussi le renforcement des sanctions et condamnations contre les marchands de sommeil. Voilà. Allez, Saïd d'abord. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vais vous présenter. Donc, Saïd, je suis un habitant d'Amiens, malheureusement, vous savez, la ville d'Emmanuel Macron. Et donc, je voulais remercier la France Insoumise de créer cet événement et de pouvoir ici s'exprimer au nom des quartiers populaires. Alors, la restitution pour les propositions sur le logement. Alors, on a pensé à la création d'un organisme national de coordination des luttes contre le mal-logement. Un relais et assistance aux luttes locales, inspection des logements en amont de la saison hivernale avec une notation et mise en demeure, une mise en place d'une veille afin d'assister et relayer les luttes des locataires, une campagne de pétition physique. Pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement on a pris trop l'habitude des pétitions dématérialisées, vous savez, les pétitions en ligne. Et donc, les pétitions physiques, ça permet d'aller au contact des gens, d'aller aussi mobiliser des gens qui se sentent très, très, très éloignés de la politique, et à juste titre. Ensuite, on a pensé également quelque chose qui existe déjà, mais qu'il faudrait multiplier, c'est le blocage des loyers, qui est complètement légal. Et j'aurais dû commencer par là, mais mon expérience professionnelle m'a fait prendre conscience que les élus locaux comme les bailleurs sociaux sont de mèche pour pourrir la vie des familles qui réclament juste un logement décent. Donc on a pensé aussi à la création d'un corps d'inspection des logements avec la possibilité de retirer l'agrément de l'État aux bailleurs et aussi de fixer un délai maximum aux procédures de relogement. Voilà, je vais être bref parce que le temps court et il y a encore tout le monde derrière moi. Et je vous remercie à tous et toutes pour votre présence. Merci. Merci à toi. Bravo. Nous, dans notre table, on a parlé un petit peu de revenir sur le sujet, un peu de démocratie HLM. Je représente aussi un collectif de locataires qui s'appelle Grenoble Habitant, je viens de Grenoble.
Et à travers la France, on a essayé de se coordonner d'un point de vue national avec des personnes de Marseille comme Mohamed, avec Django et d'autres. Je ne vais pas tous citer tout le monde, le temps est compté. Et voilà, avec Fatih, voilà. Non. Et tout ça pour dire que se rassembler, s'organiser, c'est très important. Nous, on est des collectifs, des fois de 200 personnes. 100 personnes, on n'est pas écouté par nos bailleurs sociaux parce qu'on ne fait pas partie finalement entre guillemets des associations de locataires, j'allais dire officielles ou nationales. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment venir sur cette démocratie HLM, la loi de 2017, et de dire que du moment qu'on est des locataires, on a le droit et on doit nous écouter et on nous doit des comptes quand on les demande. C'est très très important. Voilà. Et j'appelle tous les collectifs qui sont dans notre cas à rejoindre ce mouvement au sein d'une coalition, d'une coordination nationale pour peser d'un point de vue national et arriver à faire changer les choses, j'allais dire, dans nos combats au quotidien au niveau local, donc par le bas, mais aussi par le haut, en nous rassemblant d'un point de vue national. Et je vous appelle à nous rejoindre dans ce combat. Et je terminerai par ces mots-là. Je vous dis force à tous et j'espère qu'on va pouvoir avancer. Oui, mais ce serait bien que... ouais. Du coup, si, merci. Tous les collectifs qui sont intéressés dans la bouche au niveau du logement, si vous pouviez vous rapprocher ici, qu'on fasse une photo de groupe rapide, venez, n'hésitez pas, venez, s'il vous plaît. Venez, on va faire une photo de groupe, sauf si vous ne voulez pas avoir votre photo dessus. Mais approchez-vous, bon, déjà que Marseille, venez, voilà. Venez, s'il vous plaît. Les personnes de Toulouse, allez, venez, approchez-vous, on fait une petite photo, comme ça on enchaîne sur les propositions et on libère la tribune. Venez s'il vous plaît, on s'approche. Laetitia, venez, approchez. Oh, pardon, il n'y a pas de problème. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Par contre, si la régie peut nous mettre les propositions à l'écran, comme ça on peut les décliner juste après. Allez. Attendez, on fait rapidement s'il vous plaît parce qu'il y aura des propositions concrètes. Allez, c'est bon? Merci à toutes et à tous. On va vous lire les propositions. Jean-Louis, si tu veux commencer. Après ce dur travail sur les mesures politiques concernant la deuxième proposition, occupation des logements et le Covid. Ça aussi, c'est vraiment indispensable avec cette période de grand froid qu'il faut occuper ces logements vides et ces locaux. Troisième proposition, rénovation du parc immobilier, dont la rénovation énergétique. On le sait tous, ce qu'on subit quand il fait froid, eh ben, il fait froid, et quand il fait chaud, eh ben, il fait plus que chaud. On est comme si on était dans une cocotte minute ou une bouilloire. Quatrième proposition, développement des collectifs de locataires et de leur pouvoir. Important le pouvoir dans les collectifs de locataires, ce que disait aussi la démocratie qui est très important. Cinquième proposition, encadrement et sanctions face aux bailleurs frauduleux. Et je rajouterais véreux aussi. Parce que voilà, les bailleurs sociaux, parfois ils ne se gênent pas, donc vraiment il faudrait les sanctionner. Merci beaucoup. On continue avec le respect de la mixité. Ouais, on va bien dans le groupe, Donc la sixième proposition que vous avez extrait de votre travail en ruche, c'est le respect de la mixité sociale et les sanctions si non-respect. La septième, c'est le relogement dans sa ville à loyer constant dans un délai maximum. La huitième, c'est la construction et le développement de logements sociaux. Le neuvième, c'est la transparence dans l'attribution des logements. Et la dixième, développement et valorisation des gardiennes. Voilà, je vous remercie pour ce travail et je vous donne rendez-vous tout le long de nos débats qu'on va avoir par ailleurs. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme l'a dit ma camarade Manon, on va aborder la notion de la tranquillité publique. D'accord?
avant de parler d'un sujet, il faudrait savoir déjà de quoi est-ce qu'on parle. Qu'est-ce qu'est la tranquillité publique? C'est important de connaître la notion, le sens des mots que l'on emploie. La tranquillité publique, donc déjà la tranquillité dans un premier temps, c'est la notion d'être calme, d'être en paix, d'être une forme de stabilité. Voilà, déjà pour le mot tranquille, super important. Public, c'est le grand ensemble. Donc à partir de ce moment-là, il y a le collectif qui entre. C'est super important parce qu'on utilise beaucoup des mots dans ce sens et dans un autre, sans vraiment savoir de quoi est-ce qu'on parle. Donc quand on parle de tranquillité publique, c'est vraiment le fait d'être calme, d'être stable, d'être paisible, en paix, tout en étant en communauté, en collectivité. Quand on rentre en collectivité, quand on est en collectivité, on sait qu'il y a des règles que l'on doit respecter. Il y a le mot respect qui rentre en compte, il y a des symboles qu'on doit respecter, il y a le respect de la personne, le respect d'autrui, le respect d'une quelconque foi, mais on voit qu'à partir de ce moment-là, il y a le respect qui rentre en compte. Donc, ça reste quand même un sujet qui est assez profond, qu'on ne va pas pouvoir développer en l'espace de 3 ou 4 minutes, mais ça reste une petite graine que je vais semer dans vos têtes, que je vais laisser germer sur la tranquillité publique. Tout le monde a droit à la tranquillité publique. Qu'on soit sur la capitale, qu'on soit dans les quartiers pauvres, qu'on soit en banlieue, qu'on soit hors même de la France, nous pensons, nous, que tout le monde, aujourd'hui, a droit à la tranquillité publique. Donc, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour vous-même, dans un premier temps. Merci. Avant bien évidemment d'accueillir notre prochaine intervenante, que ma camarade Manon va annoncer. Dans un contexte de rixe à Paris, et depuis, ses deux parents et toute la famille ont créé l'association HDJ et essayent de faire en sorte que ça ne se reproduise plus et font beaucoup de prévention. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Madame Diablet. Applaudissements pour Madame Diablet, s'il vous plaît. Pour 4 minutes d'intervention. Alors, bonjour à tous. Et je suis là aujourd'hui, c'est le 13 janvier 2024. Et c'est la date d'anniversaire d'Ismaël. Parce qu'il est décédé le 13 janvier 2018 à la rue Ronquette. Et hier encore, je me demandais si j'allais avoir la force d'être là. Et cette nuit, quand j'étais couché auprès de mon conjoint, il a posé les mains sur moi. Il m'a dit, Awa, tu dors? J'ai dit oui, je dors, mais je ne dormais pas. À 4 heures, j'ai pris un demi-comprimé de somnifère. J'ai essayé de dormir, je n'ai pas pu dormir. Puis je me suis dit ce matin, oui, je mettrai un petit fond de teint. Je ferai semblant d'être forte. Et je suis là, et je vous dis que je suis très forte. Je remercie le député Éric Boquerel. Je remercie nos partenaires de Paris, Adama Camara, le collectif des mamans de Marseille. Tout à l'heure, Laetitia m'a serré dans mes bras et elle m'a dit, Awa, ça va? Et les autres mamans, j'ai dit, elles vont bien. Et j'ai demandé après Aïcha, on m'a dit qu'elle est au bled. Elle a eu un peu se ressourcer. Mais aujourd'hui, je vous demande 1 minute de silence pour Ismaël. Merci. Une minute de silence pour tous les jeunes qui sont morts. Et je vous remercie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ouais. Bon, comme l'écrivait un journaliste tout dernièrement, quand ils sont venus chez moi, et quand j'ai reçu tout ce qu'elle a écrit, elle m'a dit oui, Awa, au-delà des MS56, pour chasse et chasse la paix dans nos quartiers. Oui, aujourd'hui, moi, je suis à la poursuite de la paix dans nos quartiers à Paris. Parce que quand Ismaël est décédé, je me suis posé la question si la rue Ronquette, qui est près de Passy, était un quartier populaire.
Je me suis posé plusieurs fois des questions parce que nous, quand on entendait quartier populaire, on pensait que c'est Saint-Denis, Aubervilliers. On ne pensait pas que Paris était un quartier populaire. Aujourd'hui, on rejoint vos quartiers avec toutes les difficultés qui règnent dans vos quartiers populaires. Nous aussi, on le vit à Paris. Les risques sont là. Je ne comprends pas combien d'enfants qui va à l'école a un couteau dans le sac de l'école. C'est une question que je me pose. Je ne comprends pas combien d'enfants peuvent mourir à 50 mètres d'un commissariat de Paris. C'est une question que je me pose. Je ne comprends pas pourquoi les familles ont démissionné. C'est une question que je me pose toutes les fois qu'on se retrouve entre les mamans. Il y a des problèmes éducatifs, il y a l'école, il y a l'éducation. C'est tout est, je ne sais pas, des mots me manquent. Donc ensemble, je pense qu'on peut trouver des solutions. Nous, maman de Paris, maman de toute l'île de France, nous avons fait un film qu'on appelle La chaîne qui nous rassemble. C'est une chaîne qui nous rassemble autour de nos valeurs, une chaîne qui nous rassemble autour de nos problèmes, une chaîne qui nous rassemble autour de notre dignité. Et cette dignité, nous ne la perdrons pas face à aucune politique. On va la garder, cette dignité. Et aujourd'hui, je vous remercie. Merci beaucoup. Je n'ai pas assez de temps. Et les actions que nous souhaitons mener plus tard, c'est de faire une marche de paix, programmée bientôt. On va vous envoyer les affiches. Et aussi, on a une journée qu'on appelle une journée pour la vie, qu'on organise chaque année avec plus de 600 jeunes. Je crois que le député Éric Coquerel était avec nous cette année. C'est une journée que nous passons avec des jeunes autour du sport, des activités. On fait de la prévention ce jour. Et je pense que c'est une journée qui est beaucoup aimée par les jeunes parce qu'on retrouve toutes les générations. Et les mamies du quartier nous disent non, aujourd'hui, on est content de vous voir ensemble parce qu'on est tranquille. Bon, vous ne serez pas tranquille. Comme je termine pour dire que les hommes passent, les institutions passent, les quinquennats passent, tout passe, mais les jeunes des jeunes Français issus de l'immigration demeurent dans ce pays. Et on ne lâchera rien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour Awa, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça va maintenant? Oui, ça va, merci, excusez-moi. Oui, ça va. D'accord. C'est la faute d'une dame qui est là et qui est intervenue quelques minutes avant moi, Assa Traoré. Je suis sûr qu'elle ne sait même pas Assa. À peine élu, en juillet 2020, le comité Vérité pour Adama est venu dans ma ville. Et Assa Traoré est venue elle-même dans ma commune. Et naturellement, en tant que maire nouvellement élu, mobilisé sur ces sujets, ayant participé à de multiples reprises aux manifestations organisées dans le maire de Trappes. Je me suis rendu à ses côtés. J'ai été très fier de lui exprimer et d'y témoigner, y compris personnellement, sur la réalité que le jeune, né et grandi en banlieue que j'étais, devenu maire, ressentait quand il croisait une patrouille de police. Ce réflexe que nous avons et que nous gardons, même en grandissant, même en portant des costumes, ce réflexe que nous avons de craindre pour nous-mêmes, de considérer que nous sommes davantage en risque parce que nous avons une couleur de peau plus basanée que la moyenne quand nous sommes au contact de la police nationale. Ce réflexe qui devrait disparaître dans un pays républicain qui mérite une police républicaine. Donc certains ont décidé ce jour-là de me cataloguer comme anti-flic. Je pense qu'une petite note et quelques rapports des renseignements territoriaux sont remontés. Et je me suis fait tirer les oreilles. Mais j'ai décidé évidemment de ne rien changer. De rester moi-même, de continuer à mener les combats que j'ai toujours menés. Je voudrais partager avec vous une autre anecdote. À peine élu, le soir de mon élection, un des commandants de police du commissariat de ma ville, interpellant le chef de la police municipale de Trappes, lui a dit « Dorénavant, tu devras aller patrouiller au marché des Merisiers en babouche. » Voyez avec quelle décomplexion, avec quelle irresponsabilité et sentiment d'impunité, certains, je dis bien et pas tous, au sein de la police, se sentent autorisés à stigmatiser, y compris ceux qui portent l'écharpe bleu, blanc, rouge, quand leur faciès ne leur revient pas. Eh bien, cet état de notre police nationale
le fait qu'à la précédente élection présidentielle, près de 7 policiers sur 10 ont choisi un bulletin d'extrême droite au premier tour de l'élection présidentielle, cette réalité-là, celle du succès de la politique menée par les gouvernements successifs et qui a été initiée symboliquement, même si ce n'était pas la première étape, mais initiée symboliquement par Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, en 2022, qui expliquait devant les caméras de télévision, en tensant un directeur départemental de la sécurité publique, que les policiers ne devaient pas jouer au rugby avec les jeunes, mais qu'ils devaient réprimer, réprimer et réprimer. Eh bien, cette nouvelle doctrine d'emploi de la force publique, cumulée avec le fait que les effectifs de police ont été considérablement sabrés par Nicolas Sarkozy, que le recrutement s'est dégradé, que la formation s'est dégradée, que le statut des policiers dans notre pays s'est dégradé, aboutit à ce que nous ayons une police qui n'est plus là pour protéger la République, pour protéger les citoyens de la République, en particulier dans les quartiers populaires où il y a le plus besoin d'aide, mais qu'elle est d'abord et avant tout là pour protéger les puissants dans notre pays. Et ça se démontre, et ça s'incarne par les choix notamment de la Macronie depuis maintenant 7 ans. Vous le savez, Emmanuel Macron, son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, se réjouit souvent de la progression, nous dit-il, des effectifs de police ces dernières années. Eh bien, retenez ces chiffres, entre 2010 et 2020, les effectifs de la police nationale n'ont augmenté que d'1% quand la population augmentait de 4%. Et plus grave, c'est intéressant de regarder le détail et de se demander comment ont augmenté les effectifs ces derniers mois, ces dernières années. Quels sont les choix de la Macronie? Et qu'est-ce qu'ils veulent dire de leur conception de l'emploi de la force dans notre pays? Si la police des étrangers a augmenté de 35%, puisque l'enjeu est de lutter contre l'immigration, la police de voie publique, elle, celle que l'on voit dans nos rues, le bleu comme on l'appelle dans les rues de nos quartiers, a diminué de 35%. Concrètement, cela se traduit dans ma ville et dans la circonscription de police à laquelle elle appartient, par le fait que la nuit, et ce sont des policiers qui me donnent ces chiffres, qui les dénoncent eux-mêmes, la nuit, il n'y a qu'une patrouille de police avec 3 agents pour 170 000 habitants et 9 communes. Voilà l'état de la police dans notre pays. Voilà l'état des forces de l'ordre. En revanche, pour protéger les beaux quartiers parisiens, pour protéger les institutions, vous trouverez toujours un homme en faction pour protéger les puissants quand on abandonne les plus faibles. Notre population, elle demande de la police républicaine, elle demande de la sécurité, elle demande de la tranquillité publique. Il ne faut pas dire le contraire. Il y a quelques mois à peine, une fusillade a plongé dans le coma plusieurs mois un jeune de ma ville dans le square de la commune à Trappes. Nous n'avons pas voulu baisser les bras, nous n'avons pas voulu nous dire que c'était, comme d'habitude, la fatalité et qu'il fallait attendre un mort pour se mobiliser. Nous avons choisi, avec les habitants du square de la commune, principalement, avec des centaines d'habitants de ma ville, nous étions plus de 300 devant le commissariat de police de Trappes, de nous mobiliser. Que demandaient les habitants? Que demandaient les papas et les mamans qui étaient là rassemblés massivement et qui pendant plusieurs semaines ont fait du porte-à-porte, signé des pétitions, mobilisé la population? Ils demandaient une police républicaine respectueuse de l'ensemble de la population. Ils demandaient des îlotiers au pied d'immeubles. Ils demandaient du dialogue. Ils demandaient de la protection. Ils ne demandaient pas des cow-boys parce que dans nos quartiers, il n'y a pas d'Indiens à protéger. Eh bien, cette police républicaine, si elle est attendue dans nos quartiers, pour l'instant, on n'en voit pas la couleur. Il faudra pour cela que nous assumions collectivement nos responsabilités, que nous soyons en capacité de retourner aux responsabilités. Et vous n'avez pas, je vais conclure par cela, vous n'avez pas face à vous un maire anti-flic, vous avez un maire révolté. Un maire révolté qui restera contre les contrôles aux faciès, contre les bavures policières qui font des morts, contre le fait que l'absence de la police républicaine que nous attendons dans les quartiers aboutisse à ce que, je salue les Marseillais qui sont, et Sébastien qui interviendra juste après moi, un mort par semaine en moyenne sur l'année 2023, un mort par semaine. Et on se contente d'envoyer la CRS 8 et de communiquer de temps en temps dans les grands médias pour dire que l'État agit. Eh bien, je resterai un maire révolté, je vous le disais, à chaque fois que la dignité des habitants de la ville sera atteinte. Un maire révolté, c'est un maire mobilisé et ça fait du bien de sentir qu'on est entouré. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ali. Vraiment, je tiens à te dire personnellement, ça fait plaisir que tu viennes, que tu nous donnes vraiment tout ce que tu es en train de vivre en tant que maire. Vraiment, c'est super impersonnel. Merci, Ali. Merci beaucoup, Ali. Merci. Et bien justement, Ali parlait de Marseille. Et je crois savoir qu'il y a une représentante d'un collectif de familles de victimes
qui doit prendre la parole sur scène. Je vous demande, je suis désolée, on va pas, vous allez nous donner votre prénom et votre nom. Laetitia. Laetitia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi je m'appelle Laetitia Linon, je fais partie du collectif des familles victimes à Marseille. J'ai été touchée de très près par les assassinats car j'ai perdu, excusez-moi, mon neveu de 14 ans au mois d'août en 2021. Il a eu le malheur d'habiter dans un quartier populaire et en sortant le soir, un soir d'été pendant les vacances scolaires, il a été pris dans une fusillade avec une rafale de balles de Kalachnikov qui l'ont tué sur le coup à l'âge de 14 ans. Donc depuis, avec des sœurs, avec des mères, des grands-mères, des cousines, des nièces, il y a essentiellement des femmes dans le collectif. On a créé un collectif pour, en priorité, faire sortir le dossier de nos proches, parce qu'on a compris malheureusement que à Marseille, avec le nombre de victimes qui augmente d'année en année, pour faire une petite moyenne, en 2021, il y avait 30 morts, en 2022, 33 morts, 45 blessés uniquement pour les fusillades, en 2023, 49 morts, 118 blessés. Donc il faut savoir que ce sont des armes de guerre, parce qu'on ne parle pas des blessés, mais dernièrement dans mon quartier, j'ai une petite de 17 ans qui s'est pris une rafale de calage dans les jambes, elle a amputé. Et il y a énormément de blessés, de victimes dites traumatisées dans ces quartiers, parce que c'est devenu banal tous les jours de voir des cadavres au pied de nos immeubles. Et c'est vraiment une réalité, je ne dis pas ça pour extrapoler ou pour faire peur. Tous les enfants, adolescents, pré-ados, même des petits tout, ont eu au moins une fois dans leur enfance vu des cadavres. Parce qu'il faut savoir que quand on enlève les corps, en plus, c'est pas nettoyé derrière. Donc ce sont les habitants du quartier qui enlèvent les bouts de cervelle et tout ce qui va avec. Je sais que je parle cru, mais je suis désolé, c'est mon quotidien. Merci. À l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas entendu. Il faut savoir que les plus hautes autorités ont été reçues par eux, hein. Monsieur Macron, Monsieur Darmanin, Monsieur Moretti et toute la clique. Moi, pour vous faire une petite anecdote, il m'a fallu 2 ans pour avoir des excuses publiques de M. Macron, parce que 15 jours après la mort de nos petits, il l'a sali publiquement à Marseille lors de son annonce du plan Marshall, et j'ai fait la promesse sur la tombe de mon neveu que j'aurais ces excuses, je les ai eues, mais il m'a fallu 2 ans. Merci. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas écouté. Et pourtant, sans moyens, hein, parce que je le dis en riant, mais je le dis, hein, notre association n'a pas de local, on est des SDF, on reçoit nos familles dans la rue, dans les brasseries. On n'est pas aidé, on s'est pris beaucoup de portes fermées, de tout parti politique confondu, à part un. Avec l'aide du député M. Delobus, c'est le seul qui nous a aidés. Alors je le considère vraiment comme un ami, parce que c'est le seul qui est venu nous aider sans rien attendre en retour. La plupart des autres voulaient qu'on aille charbonner pour eux, qu'on aille coller pour eux. Lui, il ne nous a rien demandé, il est juste venu aider. Voilà, c'est important de le souligner. J'aime à dire que je ne fais partie d'aucun parti politique, parce que j'estime que quand nos meurent, ils ne font partie ni de droite ni de gauche, ils sont juste morts. Voilà. Donc je ne veux pas que quelques partis politiques, quels qu'ils soient, s'approprient la mort de nos proches. Maintenant, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu un fléau tellement tel que si les plus hautes autorités ne font pas appel à des collectifs comme le nôtre, à des associations, parce qu'il ne reste plus que ça maintenant à l'heure d'aujourd'hui dans nos quartiers, ça ne sera jamais enrayé. Il faut s'unir, il faut que cette force vienne pour qu'on commence à enrayer certaines choses. À l'heure d'aujourd'hui à Marseille, il faut savoir que quand un jeune dans les réseaux, un mineur, veut sortir des réseaux, sa vie est en jeu. Certains enfants, et vidéos à l'appui avec des juges qui le disent, sont obligés d'appeler la police pour qu'ils les fassent infiltrer en faisant croire qu'ils ont été arrêtés pour ne pas qu'on vienne les tuer derrière. Et je parle de mineurs. Il n'y a pas de cellules comme pour les femmes battues ou autres qui existent à l'heure d'aujourd'hui. Nous, on a fait une tribune, on a eu 213 signataires parlementaires. Malgré tout, on n'a pas été écouté. On ne demande pas grand-chose. Une cellule, pour commencer, pour les mineurs en danger. C'est pas grand-chose. Et un dépliant pour les familles victimes.
Vous leur notez le numéro pour contacter, pour tout ce qui est relogement, aide psychologique. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on vous annonce la mort d'un proche, c'est l'enquêteur qui décide si oui ou non vous aurez une aide psychologique. On va devoir conclure malheureusement. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci. Je vous expliquais qu'on fait de la politique dans nos quartiers, on fait de la politique auprès des siens, à la maison, en famille. Mais à un moment donné, il faut se voir, il faut parler, il faut s'asseoir et il faut discuter. Et là, aujourd'hui, on me dit, bon, je dois prendre la parole sur la tranquillité publique. Pas de problème. Mais c'est à vous, toutes et tous, de s'asseoir et de dire ce que vous pensez sur cela, pour qu'on le fasse remonter jusqu'à l'Assemblée nationale et dans ses institutions, parce que vous le savez, quand on arrive à l'Assemblée nationale, comme Antoine Léaumont le fait, David Guiraud, Carlos, Louis Boyard, Mathilde Panot, Emmanuel Bompard, Éric Coquerel, on n'a pas notre langue dans notre poche. Et on dit ce qu'on pense réellement. Et c'est rare, parce que les politiques, ils font un peu toute leur charabia, mais ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Donc moi, je vais vous dire ce que je pense sur la tranquillité publique. La tranquillité publique, en règle générale, à Marseille, bon, on vous l'a dit, encore un record l'année dernière avec 59 homicides, 49, pardon. Le gouvernement, ils envoient des CRS. Les CRS, ils arrivent, ils font, on va dire, entre guillemets, quelques heures où ils inondent le quartier de camions de CRS. Des policiers sont dans la rue. Ils arrêtent qui? Ils arrêtent les gens qui habitent dans ces quartiers. Ils regardent s'ils ont la vignette d'assurance à jour, si le contrôle technique est valide, s'ils ont mis la ceinture, si les pneus sont pas lisses. Et dans la plupart du temps, c'est ces gens-là qui sont pénalisés et c'est pas les personnes qui sont en train de terroriser tout un quartier avec un trafic de drogue qui, normalement, je l'espère, un jour peut-être, l'État va mettre... Oh, vous m'écoutez là, monsieur Coquerel, là? Vous écoutez pas les Marseillais alors? Au moins depuis 6 h du matin, vous m'écoutez pas. Ah. Non, vous pas, là, les gars. Non, mais ce qui est important de dire, c'est que ils envoient des camions de CRS et puis après ils verbalisent nos familles parce qu'ils ne sont pas en règle. Et en fait, ça ne va pas chercher les narcotrafiquants directement au-devant chez eux, aller chercher l'argent dont ils, on va dire, jouissent. On a demandé à l'Assemblée nationale des fonds pour le GIRS et pour la police judiciaire et ça a été refusé bizarrement par le ministère de la Justice. Donc on se rend compte qu'il y a une deux poids deux mesures. Nous qui sommes soi-disant des anti-police, on demande des fonds judiciaires pour la police, des fonds pour la police judiciaire et c'est refusé. C'est vraiment dommage. Il y a une personne qui est la préfète de police à Marseille avec laquelle j'essaye de parler, j'essaye de nouer des liens pour essayer de faire changer les choses. Même si ça avance petit à petit, elle a dit quelque chose de vrai. Et je vais reprendre ces mots, c'est tout à fait ce que je pense. La police, elle arrive au bout d'une chaîne. Bon, ça c'est pas ses mots, mais elle fait de la répression. Elle est là. Elle fait des opérations coup de poing, des opérations de communication avec la télévision, mais ils montrent, et ils inondent vos chaînes de télévision pour vous montrer qu'ils sont efficaces. Mais avant tout cela, la sécurité dans le logement, avec les logements insalubres, comme on l'a dit, avec les 800 personnes à Févalon qui n'ont pas de chauffage, ça c'est de la tranquillité publique qui n'est pas respectée. La sécurité alimentaire, où vous avez des enfants qui viennent à l'école le ventre vide, ou qui n'arrivent même pas à se nourrir à longueur d'année, ça c'est une sécurité. La sécurité au transport. À Marseille, on a des difficultés, nous, justement, sur le transport, et on ne peut même pas se déplacer. Le métro, de toute façon, il ferme à 21 h. On a aussi la sécurité avec l'éducation, où on peut se dire qu'à l'école, on a les écoles les plus pourries de France. Les plus pourries de France. Et elles sont toutes dans les quartiers nord de Marseille. Et dans ma circonscription, je rebascule sur le logement, il y a 13 copropriétés dégradées sur Marseille, 11 qui sont dans ma circonscription. Donc on est complètement la razzia, entre guillemets. Qu'est-ce que je vais oublier? L'éducation, j'ai fini, 1 minute? Ok, pas de souci, c'est bon pour moi. Transport, sanitaire. Là, attends, c'est pas fini, ça c'est ma conclusion. La sécurité en termes de
la sécurité sanitaire. Pourquoi la sécurité sanitaire? Les gens y vivent dans un monde où tout est compliqué. Trouver un emploi, c'est compliqué. Se loger dans un logement digne, c'est compliqué. Être une association et pouvoir aider les gens qui sont dans votre quartier, c'est compliqué. Acheter à manger, c'est compliqué. Payer les factures EDF, c'est compliqué. Tout est compliqué. Et ils nous mettent tous au même endroit, dans les mêmes quartiers, avec tous des problèmes qui sont voilà, c'est la folie en fait pour nous. Et du coup, je ne sais même plus où je voulais en venir, mais... Ah oui, la sécurité sanitaire, tout à fait. Donc, la sécurité sanitaire, les gens deviennent fous. Et l'État, qu'est-ce qu'ils font? En attendant, ils ferment les services psychiatriques. Et donc, du coup, on se retrouve avec des personnes qui ne sont pas soignées. Et par exemple, les personnes qui veulent aujourd'hui faire des dialyses, comme me l'a dit Mohamed. Oui, je vais finir, c'est ma conclusion, Mohamed. T'inquiète pas, frère, on l'a fait ensemble, on va le dire ensemble. La sécurité sanitaire, les gens, ils peuvent même pas, ils doivent avoir ils doivent subir donc une dialyse, ils n'ont même pas la possibilité ni d'y aller en transport en commun, ni d'y aller dans des services, puisque de toute façon, il n'y en a qu'un, et c'est complètement le foutoir. Tout ça pour vous dire, et je conclue, parce que c'est bon, je pense que j'ai fini, j'ai terminé, qu'il nous faut une police populaire, une police de proximité qui tisse des liens avec la population et qui fasse remonter tout ce qui ne va pas dans nos quartiers, qu'il soit pour la population et non pas contre la population. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci Sébastien, merci beaucoup. Merci beaucoup, on donne un applaudissement pour Sébastien. Merci. Carlos et Eric de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis la grande sœur d'Ibrahim Abba, plus connu sous le nom de Ibo. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai temps. Le 6 octobre 2019 à Villiers-le-Bel, parce qu'il a eu tout simplement le malheur de croiser sur sa route la police alors qu'il circulait à moto. Les policiers étaient déjà sur les lieux pour un refus d'obtempérer, donc ils étaient sur place. Et lorsqu'ils ont entendu la moto de mon frère, les 4 policiers qui étaient dans une fourgonnette, donc un des 4 qui était au volant, a décidé de bifurquer brusquement la fourgonnette sur sa route. Donc mon frère est mort sur le coup. Et ce n'est que 3 ans après qu'un juge a enfin accepté de recevoir ces policiers, les interroger et recevoir des dizaines de témoins qui étaient sur place. Et je précise que sur place, sur les lieux du drame, il n'y avait pas moins de 3 vidéosurveillance bien fonctionnelles, donc une dizaine de témoins visuels sur place. Malgré tout, il nous a fallu 3 ans pour que les policiers soient entendus, pour que ces témoins soient entendus. Et ce n'est qu'il y a 3 mois environ que nous avons pu obtenir une reconstitution sur les lieux même du drame. Et nous remercions d'ailleurs le juge qui a enfin accepté cette reconstitution parce que ce n'est pas très facile pour les familles de victimes d'obtenir une reconstitution et encore moins une reconstitution sur les lieux même du drame. 3 ans, et donc aujourd'hui ça fait plus de 4 ans que nous attendons. Nous attendons donc la conclusion du juge sur ces faits, sur cette reconstitution, où les policiers ont continué encore à venir mentir, et nous dire, d'ailleurs le conducteur il n'a pas su expliquer comment il a pu tout simplement bifurquer sa fourgonnette vers la droite, à droite où il n'y avait pas du tout de voie, sans issue, il y avait tout simplement un poteau et un trottoir. Donc il ne peut pas lui-même expliquer cette trajectoire de la fourgonnette. Si lui ne peut pas l'expliquer, je ne vois pas qui d'autre peut l'expliquer. À la suite de la mort de Naël, qui a été sauvagement abattu par la police, des jeunes se sont révoltés pour exprimer leur colère et cette injustice, et parce que tout simplement ils en ont marre de voir des jeunes se faire tuer et sans qu'il y ait une justice derrière. Qu'est-ce qu'on a eu comme réponse? Monsieur Dupond-Moretti voulait tout simplement avoir une réponse rapide, systématique et ferme. 94% de ces jeunes qui ont été traduits devant la justice ont été condamnés. Alors que je rappelle que 94% de ces jeunes, la moitié de ces 94% de ces jeunes étaient des mineurs. Ils ont été condamnés alors qu'ils étaient mineurs. Et aujourd'hui, on a des policiers, des gens qui ont prêté serment, des personnes adultes et responsables qui commettent des actes criminels, qui ne sont pas jugés,
qui ne sont pas condamnés, ou alors que lorsqu'ils sont condamnés, ce sont des peines tout simplement ridicules, qui ne sont pas du tout à la hauteur de leurs actes. Donc je voudrais aujourd'hui faire appel à nos élus, je sais qu'ils font déjà beaucoup, nos élus et nous tous ensemble, pour faire porter haut et fort nos revendications, pour avoir une justice équitable, pour une même justice pour tous. Et pour cela, en tout cas pour ce qui est des victimes des forces de l'ordre, je ne vois pas comment on pourrait l'avoir si on n'a pas un organisme indépendant pour enquêter et traduire ces hommes, ces criminels qui sont derrière l'uniforme devant la justice et obtenir une justice tout simplement équitable. Voilà, donc je vous remercie. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup d'être venu, Adja. Ah, il y a une information. Oui, merci beaucoup de me le rappeler. Donc le collectif Justice pour Ibo fait partie du réseau d'entraide Vérité et Justice qui organisera très prochainement, courant mars, une marche pour dénoncer donc toutes ces violences policières et pour faire entendre toutes les revendications que ces familles et ces victimes veulent faire entendre. Et je souhaiterais aussi rappeler juste une chose par rapport à l'IGPN. Lorsque j'entends un membre de l'IGPN dire dernièrement au tribunal, dans le jugement dans l'affaire de Théo, que les gestes sont réglementaires, les gestes qu'ont utilisés donc ces policiers qui ont blessé très gravement et handicapé à vie Théo, ce sont des gestes réglementaires, ça me donne justement tout simplement envie de vomir. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas compter sur une police qui enquête sur la police pour obtenir justice. Merci, merci beaucoup Adja. Merci beaucoup Adja. Merci pour ce témoignage. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Émilie de l'association Justice et Vérité pour Yanis. Donc Yanis est un jeune homme de 20 ans qui nous a quittés il y a presque 3 ans maintenant, hein. C'était en juin 2021. Et donc il rentrait chez lui à 23h sur un scooter avec un ami, lui-même sur un scooter, les deux casqués. Et on leur reproche d'avoir grillé un feu rouge au coin de notre rue, à quelques mètres du portail de la résidence. Et ils se font prendre en chasse sur un gyrophare sans le 2 tons. Ils ont peur, c'est des jeunes qui sont souvent harcelés par la police dans la rue. On a parlé des contrôles aux faciès. Ce sont des jeunes qui subissent des contrôles quasiment quotidiens, il faut le rappeler, dans nos quartiers, juste parce qu'ils sont noirs, arabes, parce qu'ils portent des requins, une casquette, parce qu'ils sortent d'une mauvaise rue, d'une mauvaise cité. Et du coup, cette violence-là, effectivement, ils en ont peur. Ils en ont peur et ils fuient. Et Yanis, malheureusement, va être percuté à contresens sur l'autoroute A1, en plein confinement. Excusez-moi, je suis prise par l'émotion, même 3 ans après, ça fait mal. Mais la douleur, elle nous apporte énormément de force, puisqu'avec la famille de Yanis, la maman de Yanis qui est juste là, on a décidé de monter une association, à la fois pour porter notre combat de manière plus, plus encadrée et avec plus de soutien aussi. Notre combat, c'est d'avoir les vidéos, d'avoir la vérité, la vraie vérité, pas celle qui est posée dans des procès-verbaux qui sont souvent faux, mal écrits, travestis, et qui du coup ne rendent pas compte des violences qu'on subit au quotidien et qu'on subit à ce moment-là. Ce soir-là, il y a seulement un policier qui décroche le téléphone et qui dit « On a eu un accident, vous verrez ça avec la police ». Et puis plus rien. Ça fait 3 ans, on a attendu comme la famille Thibault de nombreux mois, de nombreux mois, avant d'avoir accès à la justice. Accès à la justice, ça ne veut pas dire avoir la justice. Accès à la justice, c'est déjà avoir un juge qui vous permette de vous exprimer, qui permet d'écouter ce qui s'est passé au-delà des PV des flics. Et ça, c'est important pour nous. Parce que les premiers concernés, c'est ce qu'on manque. On manque vraiment d'un endroit où on nous écoute. Et tant que cette justice ne sera pas indépendante, on ne sera pas correctement écouté et on n'aura pas la justice qu'on attend. Je voudrais aussi juste ajouter qu'il est ultra important de s'organiser localement, au-delà des syndicats, au-delà des partis politiques, de s'entourer de tous nos voisins, de tous nos proches, pour mener ces combats. Parce que c'est pas seulement la violence des flics, c'est la violence du système, c'est le racisme du système.
qu'on subit quotidiennement dans les quartiers populaires quand on est arabe, quand on est enfant immigré, noir, quand on est une femme, quand on est sans papier, quand on est mal logé. Et ça, il faut vraiment lutter. Au-delà de la violence policière, c'est la violence étatique qu'il faut combattre aujourd'hui et maintenant. Merci. Merci Mimi. Merci beaucoup Mimi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on entend bien là? Là, on n'est pas dans le rap ou dans le hip-hop. Au-delà de la dimension purement politique, attention, ça ne parle pas. On parle de mort, on parle des gens, on parle de l'État, on parle des violences policières. Il y a plein de familles, il y a plein de femmes notamment qui font des témoignages. Ils ont perdu des neveux, des enfants, c'est l'insomnie. C'est plus que ça encore, c'est l'angoisse. Donc là, c'est pas du divertissement, c'est pas du peura, c'est pas des phrases. Voilà.